Salut JD. Voilà, bonjour, on est prêt à partir. Je vais te montrer encore 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc, je te rappelle que pour ouvrir le capot, il ne faut rien chercher à l'intérieur de la voiture. L'ouverture du capot se fait ici, juste en dessous. Il y a une petite gâche là, tu la vois? Ouais. Voilà. Juste ton capot. Alors, au niveau du compartiment moteur, il y a quelques éléments à tenir à l'œil, quelques petites choses à vérifier de temps à autre. Alors, la première chose que tu dois tout le temps faire, c'est ici, la cosse batterie. La cosse batterie, tout le temps la débrancher quand tu ne roules pas. Donc, quand tu ne roules pas, je veux dire quand tu es chez toi. Maintenant, tu vas au resto, voir des amis ou au cinéma, tu t'amuses pas à débrancher la batterie, mais quand tu es chez toi, même que tu sais que tu vas rouler demain, débranche. Tu n'as pas besoin d'outils, hop, c'est clipsé comme ça. Risque d'incendie, risque du consommateur, risque de surtension, tu évites tout ça en débranchant la batterie. Voilà, on ne sait jamais. Alors, au niveau du radiateur, ne jamais ouvrir le radiateur à chaud. Au niveau du radiateur, pour vérifier le niveau, tu dois simplement voir que... Non, je vais prendre un petit temps. Tu dois juste voir que le niveau d'eau recouvre légèrement les ailettes métalliques du radiateur en lui-même. Donc ça ne sert à rien de faire le niveau à ras-bord. Il doit juste recouvrir les ailettes. Donc tu vois que le liquide de refroidissement est vert, donc quand tu dois faire un ajout, soit tu mets de l'eau distillée ou bien tu remets du liquide de refroidissement vert. Je répète, ne jamais ouvrir ça à chaud, sinon tu vas te brûler. Alors, au niveau de la direction assistée, la pompe est là. Le niveau de la pompe de direction assistée se fait uniquement à chaud et moteur tournant. Et en fait, le niveau c'est très simple, la tige doit juste être mouillée. Mais je répète, à chaud et moteur tournant. Alors de temps à autre, tu dois aussi vérifier la tension de tes courroies. Ici, tu vas voir que les courroies, je sais les tourner d'un demi-tour. Donc, hop, comme ça. Si tu sais tourner beaucoup plus, elles ne sont pas assez tendues. Donc ça, il faut vérifier de temps à autre. Hop, un demi-tour, c'est bon. Alors, les niveaux d'huile moteur se fait ici. La tige. Je vais prendre un petit chiffon. Alors, le niveau de l'huile moteur, moi, je le fais tout le temps. Soit quand je suis à la pompe, à essence, parce que c'est un moment privilégié entre toi et ta Mustang, et puis tu as le temps, il y a un peu de papier à la pompe, ou bien à froid avant de démarrer. Alors ici, tu vas voir que le niveau, il est entre le max et le milieu. Donc il est à 3/4, ce qui est très bien. Donc pas besoin de le remplir à fond, mais juste voir quand même qu'il est au-dessus de la moitié. J'enlève l'huile, tu vas voir qu'il y a 3 marques. Max, Safe c'est milieu, et Add c'est le minimum. Entre le Add et le Max, il y a 1 litre. Alors quand tu fais ton niveau et tu enlèves ta jauge, jamais mettre ta jauge comme ça. Sinon toute ton huile descend vers le bas. Voilà. Si tu devrais remettre de l'huile, ça se fait là. Tu enlèves simplement le bouchon et tu remets de l'huile là. L'huile moteur, c'est de la 20-50, de la marque Lucas. Si tu n'en as pas, on en vend. Alors, vérifiez aussi le niveau de la pompe de direction assistée, la jauge qui se trouve là-bas derrière. Et celle-là aussi, comme la direction assistée, ça se vérifie à chaud et moteur tournant. Voilà. Bon, la direction assistée, ne pas la vérifier sauf si tu as un problème de direction assistée. Donc si tu sens une résistance dans la direction, alors c'est que ton niveau est peut-être trop bas ou si la pompe commence à faire du bruit. Au niveau de la boîte, en principe, quand le niveau est trop bas, ta boîte elle va réagir beaucoup plus lentement qu'avant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si ton niveau d'huile est trop bas, tu vas la mettre en drive ou en reverse et elle va mettre genre 20 secondes avant de prendre la vitesse. Donc c'est à ce moment-là que tu dois penser, ah le niveau est trop bas, je vais faire mon niveau. Donc ces deux éléments-là, en principe, tu ne les vérifies pas tant que tu n'as pas de problème. Les deux choses à tout le temps vérifier, tout le temps à tenir à l'œil, avec des intervalles bien précis que je te fournis sur le papier, c'est le liquide de refroidissement à vérifier vraiment de temps à autre. Parce que si tu as une consommation d'eau, il faut me le dire, il faut vraiment me prévenir. Si tu as une consommation d'eau, ça peut infliger des dégâts moteurs, c'est super important. Même chose pour l'huile moteur, si le niveau baisse ou si tu as une consommation d'huile, c'est à toi de me le dire. Parce que moi j'ai fait des essais, elle ne consomme pas d'huile sur les premiers centaines de kilomètres, mais si elle consomme de l'huile après 1000 bornes, c'est à toi de me le dire parce que si elle a une consommation d'huile, tu peux avoir des dégâts moteurs. Donc c'est super important de me prévenir. Voilà. Alors autre chose que tu peux tenir à l'œil, c'est ici le filtre à essence qui est transparent. Donc le filtre à essence en fait est un bon indicateur déjà de 1, saleté dans ton réservoir. Bon, nous on a fait nos essais, il n'y a pas de saleté dans le réservoir, mais tu sais jamais qu'une crasse peut se décoller avec le temps et devrait commencer à boucher soit ton filtre à essence, soit ton carburateur.
Donc tiens la propreté, donc la transparence de ton filtre à essence bien à l'œil pour être certain que tu n'as pas de crasse dedans qui pourrait encrasser ton nouveau carbu. Parce que comme je te l'avais déjà dit, on a remplacé le carburateur par un neuf. Donc tu as un nouveau cœur sur ton moteur. Voilà, donc sous le capot, ce sont tous les éléments que tu dois vérifier. Il y a une dernière petite chose, c'est le liquide de frein qui est là dans ton maître cylindre de frein. Il suffit d'ouvrir la petite gâche. Tu as un compartiment pour l'avant, un compartiment pour l'arrière. Juste voir qu'il y a tout le temps de l'huile dans les deux circuits. Maintenant, moi ça, je n'ouvrirai pas à ta place parce que si tu devrais mal remettre le couvercle, tu vas perdre de l'huile et tu n'auras plus de frein. Donc, nous on a fait les niveaux, on a fait la purge, tout est ok. Vérifie cela que si tu as un problème de frein. Avoir un petit bidon d'huile de frein pourrait toujours te dépanner pour pouvoir déplacer le véhicule quelques kilomètres. Parce que si tu n'as plus d'huile, tu n'as plus de frein. Donc même si tu as une perte d'huile à un de tes freins, juste en remettant un peu d'huile dans le maître cylindre, tu auras de nouveau des freins le temps que l'huile parte. Donc c'est possible que tu vas tomber en panne à 5 km de chez toi, un samedi nuit avec tempête et orage, et tu aurais eu 1 litre d'huile dans ton coffre, ça t'aurait évité d'attendre 3 heures à dépanneuse. Voilà, donc petit conseil, tout le temps avoir un peu d'essence dans son coffre, donc un petit jerrycan avec 5 litres, quelques pièces de réserve si tu te sens apte à remplacer certaines pièces, les outils appropriés pour faire les remplacements, et alors les huiles appropriées pour faire les apponts. Voilà, là. Bien claquer ton capot, quand tu le fermes, tout le temps vérifier qu'il est bien fermé, parce qu'on ne sait jamais, la gâche pourrait s'user, un ressort pourrait partir ou casser, et du coup, ton capot va s'ouvrir en roulant. Alors, donc au niveau capot c'était tout. Au niveau des clés, tu verras que tu as une clé carrée et une clé ronde. La clé carrée c'est pour les portes et le contacteur, et la clé ronde c'est pour le coffre. Alors petite anecdote, l'histoire derrière les clés carrées rondes, c'est en fait en Amérique ils utilisent encore beaucoup l'histoire du valet, hein, le gars que tu donnes la clé pour qu'il va la garer. Et en fait l'histoire c'est que la clé ronde tu la gardes parce que tes effets personnels sont dans le coffre, et tu donnes que la clé carrée au valet. Bon, rien de très passionnant, mais je vais quand même te montrer ce qu'il y a dans le coffre. Voilà. Donc là, il y a tes anciennes pièces, les anciens tapis, les anciens kits panels, le kit de nettoyage. Donc il y a tes anciennes pièces, il y a la clé en croix, il y a un cric et il y a une roue de secours qui est gonflée. Voilà, donc tu as tout ce qu'il faut en cas de pépin. Voilà. La trappe à essence, simplement l'ouvrir de cette façon-là. Et y aller doucement, gentiment pour ne pas abîmer tes nouveaux plombs. Et alors quand tu fais le plein, le pistolet américain et le pistolet européen est vachement différent au niveau de sa courbe. Donc quand tu mets le pistolet dedans, vas-y mollo, parce que les nôtres sont différents. Du coup quand tu fais le plein, à fond les ballons, ça va regurgiter. Donc tu vas te mettre de l'essence plein sur ton pantalon et les chaussures, donc il faut y aller mollo. Voilà. Uniquement de la 98, jamais de la 95. C'est super important. Et alors de préférence avec additif. Voilà, tu le fais pas, c'est pas grave. La voiture, elle a tout le temps eu l'additif automatique dans l'essence aux États-Unis parce que là-bas ils roulent encore avec le plomb. Nous on roule sans plomb. Donc du coup, soit tu mets un additif plomb, comme ça elle garde la même qualité, la même additif dans son essence. Soit tu la mets pas. Si tu la mets pas, tu auras tes culasses à refaire, je dirais, dans environ 100 000 km. Après, voilà, comment est-ce que tu feras 100 000 bornes avec la voiture? Aucune idée, peut-être dans 20 ans. Et dans 20 ans, c'est possible que tu auras peut-être le moteur à faire ou peut-être pas. Donc il y a tellement d'éventualités dans tout ce temps-là que voilà, soit tu t'embêtes pas à le faire ou bien tu te dis moi je le fais comme ça je suis tranquille. Voilà. On en vend aussi, donc si tu en as besoin, n'hésite pas, on sera prêt à te les envoyer. Donc voilà. Daniel, je t'invite à te mettre du côté passager. Ouais. L'ouverture. Alors au niveau de l'intérieur, tu vas voir ici qu'il y a la boîte à gants. Voilà, ici il y a les papiers. On referme. Les haut-parleurs dans le bas. Voilà. Alors au niveau de la boîte de vitesse, le P c'est parking, R c'est reverse, donc c'est marche arrière, N c'est neutre, D c'est drive. 2, elle démarre en deuxième et puis elle passe la troisième. Alors quand est-ce que tu pourrais éventuellement utiliser ça? C'est soit en côte ou en pente, que tu dis voilà, non pardon, je suis désolé, je répète. L'éventualité d'utiliser la 2, c'est si tu as par exemple une route verglacée et qu'elle devrait patiner en premier.
Alors tu peux mettre la 2, parce que alors du coup le passage de vitesse est beaucoup plus long, vu que tu démarres déjà en deuxième, donc elle aurait moins tendance à déraper. Donc je pense pas qu'il va rouler sur une route verglacée, mais au moins ce qui est possible dans ta région. Et alors le 1, elle va tout le temps rester en première, elle ne passera pas de vitesse. Alors le 1, ça tu pourrais utiliser éventuellement en côte ou en pente importante pour éviter qu'elle s'emballe en passant de 1, 2, 1, 2, 1, 2, parce que tu ne rouleras pas vite, il faudra la pleine charge, etc. Donc la 1 est une bonne solution pour ce genre de route. Donc voilà. Le mieux est que quand tu es à l'arrêt, dans le trafic ou un feu rouge, tu la mets en neutre. Comme ça, tu ne forces pas la boîte, elle est libre. Hop, tu es prêt à repartir, tu la mets en drive. Voilà, c'est pas obligé, c'est mieux, c'est quand même conseillé. Le passage de vitesse se fait avec le pied sur le frein. Tu as une petite boule sur le pommeau à enclencher pour passer les vitesses. Donc ça, c'est une chose. Tu verras aussi que pour passer de N à R, donc de N à marche arrière, il y a une sécurité. Tu ne sais pas la passer, tu es obligé d'appuyer sur le bouton. C'est une sécurité, comme si par exemple le passager à côté de toi, avec un faux mouvement, devrait passer de D, donc de drive, en la marche arrière. Mais c'est impossible parce qu'il y a une sécurité dessus. Tu verras que je ne sais pas passer la marche arrière. Donc c'est super important à savoir. Donc jamais changer les vitesses en roulant, c'est déconseillé pour l'usure de la boîte. Donc voilà, donc P parking, R marche arrière, N neutre, D c'est pour rouler, normal, 1, 2, 3. Voilà. La radio, c'est une radio moderne, donc il n'y a pas trop à t'expliquer. Je suppose que tu sais comment fonctionne la radio. Voilà. Daniel, viens de l'autre côté. Ouais. Alors j'ai mis la clé dessus, donc le contact est dessus. Ici c'est le chauffage. Donc le bouton d'en haut c'est la soufflerie. Je pense que tu devrais l'entendre dans la vidéo. La soufflerie fonctionne très bien. Et alors les trois boutons là, c'est les positions. C'est les positions et la température et le dégivrage. Bon, le plus simple est que, surtout dans une période actuelle, donc au mois d'octobre, novembre, il va commencer à faire un peu plus frais dehors. La température intérieure de l'habitacle est plus chaude parce que tu es dedans. Alors le plus simple, c'est de tout baisser vers le bas. Ça veut dire à fond, à chaud et en haut. Donc dégivrage pare-brise. Bon, après, une fois que la période froide est passée, hop, tu remets tout vers le haut. Après, tu peux commencer à jouer avec les positions, etc. si tu veux t'amuser. Mais voilà la petite histoire. Alors, au niveau des balais d'essuie-glace, c'est le bouton en haut. Il y a deux positions, rapide et moins rapide. Voilà, il faut juste les arrêter quand ils sont en bas. Voilà. Alors, la jauge de gauche, c'est la jauge à essence. Donc là, on va retourner faire le plein. La jauge à essence ne te fie pas à 100%, ça reste une jauge mécanique. Il y a un peu d'électrique, mais il n'y a surtout pas d'électronique. Donc c'est une jauge qui est en liaison avec le flotteur dans le réservoir. La différence de résistance entre la jauge du réservoir et la jauge dans le compteur peut différencier avec le temps à cause d'une mesure anormale. Et donc du coup, faussera ta jauge dans le compteur. Donc ne te fie pas à 100% à ça. Retiens tout le temps quand est-ce que tu as fait le plein. Moi, je te conseille de faire le plein tous les 100 bornes ou tous les 200 bornes. Comme ça, tu as aussi une bonne idée de combien elle consomme. Parce que si elle devait commencer à surconsommer, il faut me prévenir parce que tu as éventuellement un petit problème au niveau du carbu ou au niveau de la pompe à essence ou au niveau de ton réservoir. Dans tous les cas, il faut me tenir au courant. Voilà. Le kilométrique, donc il est en miles, donc la conversion c'est x 1.6. Néanmoins, voilà, c'est pas une science infaillible. Le petit roteur dans la boîte a déjà probablement été remplacé durant sa vie. La différence des pneus joue aussi sur la conversion. Le rapport du pont également. Donc ce sont tous des rapports qui influencent la conversion du miles vers kilomètre. Donc ne te fie pas à la méthode x 1.6, mais je te conseille de mettre un GPS, comme ça tu connais le rapport de ta voiture. Au milieu, il n'y a rien. Si par la suite tu veux mettre un compteur ou une horloge, c'est faisable. Après voilà, l'horloge, il faudra à chaque fois la régler parce que tu vas débrancher la batterie. Et le compteur, le compte-tour sur une automatique, c'est pas super utile, mais bon voilà, ça remplit bien l'espace du compteur. Alors là, à droite, tu verras en bas l'alternateur. C'est un bon indicateur de charge ou de panne de ta batterie ou de ton alternateur. Donc tiens ça à l'œil, parce que si ça descend vers le bas, ça veut dire que ta batterie ne se recharge plus correctement. Et en haut, tu verras la jauge de pression d'huile. Alors la jauge de pression d'huile, c'est important de savoir que si elle est en bas, tu n'as pas de pression d'huile et en haut, tu en as trop. Donc tiens ça à l'œil pour que tu sois entre le minimum et le maximum. Tiens la différence à l'œil entre la pression d'huile au ralenti et la pression d'huile en roulant à une certaine vitesse.
et retiens-la. Comme ça, si par après tu vois que ça devrait changer avec le temps, préviens-moi. Parce que c'est super important pour une casse moteur. Et alors à droite, tu as la jauge température qui est à gauche, c'est cold, et à droite, c'est hot, donc froid et chaud. Et là également, si elle va dans le chaud, arrête-toi, c'est qu'il y a un problème. Bon, en principe, parce que la jauge pourrait déconner aussi. Mais bon, vérifie ton niveau à froid, regarde s'il y a une perte de refroidissement quelque part. Donc voilà, il n'y aura pas de témoin rouge qui va s'allumer, sauf le témoin des freins. Mais sinon, c'est pas comme dans une nouvelle voiture où tu as les témoins qui te préviennent quand tu as un problème. Alors la tirette ici, c'est la tirette des phares. Donc un cran, c'est feu de position. Qui s'allume. Voilà, on voit que l'éclairage compteur s'allume. Et 2 crans, c'est les feux de route. Alors si tu veux faire un appel de phare, il y a un bouton à gauche au sol que tu sais enclencher avec le pied. Hop, et quand tu l'as enclenché, tu verras que dans le compteur, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Donc là, tu roules avec les très grands phares. Donc quand tu veux faire un appel de phare à un de tes amis, à mon avis, le temps que tu réagisses avec ton pied, c'est déjà trop tard. Hop, voilà. Alors si un jour les gens te font plein d'appels de phare, c'est que tu roules peut-être avec tes pleins phares, mais que la petite ampoule dans le compteur s'est éteinte. Donc à tenir à l'heure. Voilà. Alors au-dessus du bouton à gauche au pied, il y a une petite manivelle que tu sais enclencher avec ton pied. Alors c'est la pompe de lave-glace. Quand tu vas appuyer là-dessus, je ne vais pas le faire maintenant parce que la voiture est toute propre, mais quand tu appuies là-dessus, tu auras le lave-glace qui va s'enclencher et tu auras les balais d'essuie-glace qui vont s'enclencher. Voilà, on y est. Dans le bouton des phares, tu as un potentiomètre, donc un dimmer. En fonction de la position dans laquelle tu vas te retrouver, tu auras de l'éclairage ou pas dans le compteur. La manivelle là, c'est le frein à main qui fonctionne. Hop, là tu le mets et pour l'enlever, tu tournes vers le bas et tu le mets en position. La petite tirette là, c'est une tirette qui ouvre un clapet d'air frais à tes pieds, qui peut être pratique éventuellement en cas de chaleur extérieure et qui est à la température moteur qui chauffe trop fort l'habitacle. Alors tu sais ouvrir ici pour que le clapet s'ouvre et en fait l'air vient des chaumières qui se trouvent devant ton pare-brise. Voilà. Alors à droite, tu as le cendrier. Dans le fond... Je fais le tour. Ouais. Hop. Donc ici, tu as le cendrier, tu sais l'ouvrir en appuyant vers le bas. Et dans le fond, tu as ton coupe-circuit. Donc, hop, là, je vais l'allumer. La voiture ne démarre pas. Et là, je vais le couper. Et la voiture démarre. Ici, tu as l'allume-cigare pour charger ton téléphone ou ton GPS. N'oublie pas, il n'y a pas d'après-contact sur ton... Enfin, il n'y a pas de coupure de courant sur ton allume-cigare. Donc, c'est possible que quand tu vas laisser brancher ton chargeur, que la batterie va continuer à se vider. Donc, très important de débrancher tous les éléments électriques de l'allume-cigare. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Daniel, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que tout est... C'est bon? Tout est bon. Nickel, parfait. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Les 4 feux clignotants peut-être. Ah, ouais. On n'a pas signalé. Les feux de détresse. Donc tu as un bouton Un bouton que tu enclenches. qui s'enclenche dans le compteur. Et bien évidemment, bah, je le vois dans la vitre, devant et derrière. Ouais. Donc si tu es en panne, ça c'est le bouton Voilà. à utiliser. Mais vas-y, gentiment parce que c'est très très fragile. Et alors tu le retires pour le couper. Voilà. Là on a tout. On a tout. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir acheté chez Mustang Nico. Et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. À bientôt. Au revoir.